Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, nous parlerons travail. Nous nous poserons une question et nous tenterons d'y répondre surtout avec nos quatre invités. Nous parlerons de travail. Quand le travail devient un combat. On le sait, en Martinique, le marché du travail est encore fragile. 61% seulement de personnes entre 15 et 64 ans ont un emploi. C'est 8 points de moins que le taux qui a été vérifié, attesté en France. C'est donc dire, quand on travaille, combien on est heureux. Pourtant, le travail n'est pas souvent synonyme avec épanouissement. En effet, beaucoup parmi ces salariés témoignent d'un état, on va dire, psychologique assez fragile, burn-out, harcèlement et d'ailleurs reconversion. Tout cela, nous tenterons de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, de répondre aussi à une autre question, est-ce que finalement, le vrai problème, le vrai défi n'est pas seulement de trouver un travail, mais c'est surtout s'y sentir bien? On va tenter de répondre à cette question avec vous quatre. Merci à vous d'être là. Je vais me tourner vers mes invités, chers Itata, qui sont venus témoigner et aussi partager leur expertise. Vous verrez dans un instant. Alors, je me tourne vers vous en premier. Non, Madame Ingrid Diaz. Alors, vous avez changé de métier, vous avez connu une petite épreuve dans votre vie professionnelle. Vous allez la partager avec nous et nous expliquer ce qui s'est passé réellement. En quelques mots. Alors, une épreuve, oui, un nouveau défi. Et moi, j'ai pris cette période comme une opportunité de me rediriger vers ce qui faisait sens, ce qui m'animait. Donc oui, c'était un burn-out, ça a duré quelque temps. Et je me suis rendu compte, alors après, bien sûr, hein, après avoir, parce que quand on est dedans, la première, la, la première chose que je voulais faire, c'est savoir pourquoi, d'où ça venait, comment ça avait pu m'arriver, parce que je ne pensais pas y arriver. Donc la première chose pour moi était de me dire, bon, qu'est-ce qui se passe déjà? Il a fallu identifier, puis Le mettre un problème. mot. Et c'est tabou encore. Et là, à l'issue de, de ce défi, on s'en sort. Ce n'est pas une fatalité. Moi, je l'ai pris vraiment comme une opportunité de me rediriger, de faire autre chose. Parce que j'aimais ce que je faisais. Pourtant, il y a eu un instant où pas mal de choses se sont écroulées. Alors, vous nous expliquerez comment ça s'est produit, sans forcément citer de lieu ni de nom, mais les étapes qui vous ont amené jusqu'à ce burn-out. Est-ce que vous avez pu cibler ces étapes-là? Et est-ce que vous pourriez les partager justement avec notamment Madame Gomard, notre psychologue du travail qui est là, mais aussi surtout avec nos téléspectateurs qui sont certainement eux-mêmes en train de vivre un burn-out sans le savoir. Et avant que les choses n'aillent plus loin, il est selon moi nécessaire de faire ce genre d'émission, faire de la pédagogie. Merci encore une fois à vous d'accepter de partager un peu de votre intimité sur ce plateau. On va se tourner vers Tessa. Tessa Moget, merci Tessa d'être là. Alors, la semaine dernière, nous avons eu l'occasion de rencontrer une de vos camarades, non pas de chambrée, mais d'élection. Vous êtes ici à double titre également, parce que chez Azitata, on recevra les 8 candidates sur ce plateau de Faut causer, qui viendront elles aussi partager leur voix et dire ce qu'elles pensent des différentes thématiques que nous abordons dans cette émission. Et là, vous, Tessa, vous êtes donc là en premier lieu, je dirais, en tant que candidate numéro 6 de l'élection Miss Global. Est-ce que vous pouvez rapidement en dire quelques mots? Alors, je suis candidate numéro 6 pour un concours de beauté qui est assez inclusif et qui me tenait à cœur pour me dépasser personnellement. Et donc, je suis l'aventure depuis quelques semaines et j'ai hâte d'y être. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons du succès. À vous également, comme nous l'avons dit, à votre collègue. Je ne sais pas si ça se dit comme cela. On est dans le cadre du travail, dans notre émission, je peux dire collègue. Donc, tous nos voeux vous accompagnent. Alors, à ce titre, pour notre émission ce soir, vous êtes venu témoigner. Vous avez accompagné votre maman qui a connu un burn-out également. Merci. Et qui, pendant tout ce parcours, vous allez un petit peu nous expliquer, est-ce que vous avez, comment ça s'est passé déjà, premièrement? Alors, c'était lié à la maladie de mon père. Et pour, du coup, la charge de travail et la charge de s'occuper de mon père, elle a dû vivre un burn-out. Et ensuite, une reconversion pour améliorer ma vie personnelle à moi et celle de ma sœur pour mieux nous protéger. Ça a été assez difficile, mais j'ai été là pour ma maman. J'ai fait
j'ai subi une dépression par rapport à ça aussi. Mais en soi, maintenant, ça va mieux. Et elle est très heureuse dans son métier. D'accord. Et elle aimait son métier avant, malgré tout. Mais elle Mhm. a quand même fait son burn-out. Donc, suite au burn-out, elle a fait une formation pour pouvoir Voilà. justement évoluer dans sa carrière. Exactement. Ok, elle a changé de poste en fait. Elle a fait 5 ans d'études Ah oui. pour passer de médecin en santé sexuelle à médecin du travail. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, très bien. En plus, elle est dans la médecine. Merci. Comme quoi, le burn-out peut toucher à tous les niveaux, À tous même les les niveaux. personnes travaillant dans le milieu médical. Médical. Super, bon, c'est bien, c'est bon à savoir qu'on est devant la maladie, on est tous égaux, hein, n'est-ce pas? Alors, on se tourne vers vous, Monsieur Fabrice Di Geronimo. Alors, vous êtes directeur territorial délégué de France Travail. C'est bien cela. Voilà, et vous avez accepté de participer à cette émission. Nous vous en remercions. Vous êtes là notamment pour parler de ce que France Travail propose aux personnes, soit en reconversion professionnelle ou encore au chômage, C'est bien cela. qui cherchent. Alors, moi, ma question, on parle souvent de la crise du travail. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait, selon ce que vous avez pu voir autour de vous, les personnes que vous aidez, cette crise du travail? Alors, elle est certainement multifactorielle, hein, cette Mhm. crise. Hein. Si on parle de travail, il faut qu'on parle aussi d'entreprise. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises martiniquaises sont en difficulté. C'est ça. De l'autre côté, vous avez aussi quelque chose qui touche aussi la Martinique. Depuis donc, le 15 septembre, la Martinique est officiellement le département le plus vieux, donc avec plus de 60 ans, de personnes de plus de 60 ans travaillant. Alors, pour vous donner une petite idée, hein, pour placer un petit peu le débat, alors sachez que dans nos fichiers aujourd'hui, les personnes seniors, donc on considère comme un travailleur senior quelqu'un qui a plus de 50 ans, représente déjà aujourd'hui 36% de notre fichier. Donc c'est quand même colossal. Alors aujourd'hui, ça veut dire que comment France Travail arrive à accompagner ces personnes vers le retour à l'emploi, oui. Comment aussi on permet aussi, on accompagne ces entreprises aussi à changer de regard sur ces nouvelles personnes, puisque jusqu'à présent, il y avait plutôt un regard qui était porté plus sur le jeune que sur le senior. Et comment on accompagne cela et comment on permet à ces deux entités, j'ai envie de dire, le demandeur d'emploi, l'entreprise, et puis trouver le métier qui va bien. Parce qu'il nous est aussi très, dans le travail que nous menons au quotidien, c'est comment nous accompagnons, j'ai envie de dire, mettre la bonne personne à la bonne place. Mhm. Il ne s'agit pas non plus, je veux dire, de forcer un demandeur d'emploi à prendre une activité dans laquelle il ne se reconnaît pas. L'idée, ce n'est pas d'emmener les gens au burn-out, mais bien au contraire, leur permettre de se réaliser, parce que derrière un demandeur d'emploi, il y a aussi une famille. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui cheville au corps de tous les collaborateurs de France Travail. Voilà. Super. Merci beaucoup. On reviendra bien évidemment vers vous dans un instant. Notre quatrième invité que vous connaissez, chers Itata, c'est Céline Gomard, notre psychologue qui est également psychologue du travail et ergonome. Alors pour ceux qui ne savent pas la définition d'ergonome, s'il vous plaît, Madame Gomard. Alors, un ergonome, c'est celui-là qui va analyser les conditions de travail, l'environnement et les outils pour les adapter à l'homme afin de favoriser la sécurité, le confort et la santé. C'est clair, net et précis, merci. Alors, on parle en effet de santé mentale au travail. Il y a forcément des signaux, Madame Diaz tout à l'heure en parlait, il y a forcément des signaux qui sont là, qui existent. Et vous, en tant que psychologue du travail, est-ce que vous pourriez, d'entrée de jeu, comme ça, en début d'émission, nous les pointer du doigt? Quels sont les premiers signes? Alors, il va y avoir des problèmes de concentration, de mémoire, d'endormissement, de sommeil, de troubles de l'appétit. On peut avoir des problèmes au niveau des cheveux, perte de cheveux, de prise de poids, de perte de poids. Donc déjà voilà un petit peu les signaux. Et des replis sur soi aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus envie de travailler, on est vraiment démotivé, au-delà de la flemme du lundi matin, hein, d'accord, hein. Je parle vraiment on commence à plus aimer son travail et on a envie il faut se forcer. Voilà, les fameux Yaka Faucon. Yaka Faucon, ok. Très bien, Madame Diaz. Alors, première question, dans ce que vous êtes venue partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet arrêt, ce coup près, ce stop où vous vous êtes dit, je ne peux plus, j'arrête? Alors, mes congés. Je pense que avant mon arrêt, il y a eu une période de congé
Mhm. Et à l'issue de la période de congé, il fallait retourner au travail. Mm. Et c'est là où la reprise me paraissait impossible. C'est-à-dire que j'étais en congé parce que j'ai vécu une énorme période d'activité où j'étais seule, j'avais plein de choses à gérer. Et je me suis dit, je tiens, mes vacances arrivent. Mm. On se dit toujours, après les vacances, ça va aller. Ça va mieux. Sauf que pendant les vacances, ça ne va pas. Mhm. Alors que je suis en vacances. Près d'un mois de vacances. Et pendant les vacances, je me dis, j'ai peur de retourner au travail. Mhm. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis une travailleuse depuis des années, je ne rechigne pas à la tâche, je suis motivée, voilà. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose. Mais je continue mes vacances. À la reprise, je dépose les enfants à l'école. Et entre l'école et le travail, les larmes arrivent. Mais c'est comme si mes larmes sont déconnectées de mon corps, c'est-à-dire que ça coule. Et je me rends compte que je pleure en arrivant au travail. Ah. Donc bien sûr, j'éponge, ça va, je me refais et j'arrive au travail. Et là, je me dis, ah, c'est pas tout à fait comme avant. Le lendemain, je me dis, allez, c'est la première journée. Donc, bien sûr, quand on revient de congé, il y a toute une liste de choses à faire. Il y a des appels, des emails à gérer. Bref. Et j'étais manager. Donc, je reprends mon poste. Premier jour, OK, je me dis, ah, la journée était longue. Ça ira mieux en rentrant. OK, sauf que non. Il y a encore une espèce de petite anxiété. Mais, allez, pour moi, c'est encore normal. Et le lendemain, je dépose encore les enfants à l'école. Et là, je me dis, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Et là, je suis au téléphone. J'appelle mon médecin. Et je lui dis, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Donc, il me dit, arrête-toi. Viens me voir. Enfin, il me vous voit, donc venez me voir. On va discuter. Et là, ça a commencé. Donc, en fait, il y avait toute une période effectivement assez lourde de travail. Mais j'ai tenu parce que j'ai l'habitude de tenir, parce que quand on est manager, on s'attend à pas mal de choses de la part d'un manager, tout en sachant qu'un manager peut être très seul. Donc j'ai tenu parce que il y avait les congés, mes collaborateurs devaient partir et revenir. Donc j'attendais, je me suis dit, allez, je vais être la dernière à partir, ça va bien se passer, je vais prendre du temps pour moi. Sauf que non, ce n'était plus suffisant. Et les signaux, je les ai repérés quand j'y repense. Les signaux étaient là depuis plus d'1 an. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas juste avant les congés. Parce que dans mon fonctionnement, je me suis toujours dit, bon, il y a des choses à faire, tu les fais. Le reste, tu fais au mieux, plus urgent. Toi, ça va aller, tu sais gérer les choses. Et toi, tu vas t'occuper de toi un peu plus tard. Donc, à force de le faire, au bout d'un moment, comme on vous dit, le vase vide ne peut plus rien verser. Il n'y a plus rien à verser. Et là, quand j'ai vu une psychologue du travail quelques jours après mon arrêt, et j'ai commencé à repenser aux premiers jours des signaux. Et je me suis dit, ah, c'était donc ça. Mais j'ai refusé d'entendre. J'ai refusé de les voir parce que j'avais une mission et je m'étais fixé des objectifs. Et c'était important pour moi de relever mon défi. Alors, Madame Diaz, en vous écoutant, une pensée forcément vient, celle de la femme Jock martiniquaise, à qui on a confié tant de responsabilités, justement. On se dit, elle est on est fort. Les gens disent de nous, vous êtes manager, donc vous êtes cadre supérieur, ça ira, il faut tenir. Elle va gérer. Voilà. Et donc, vous avez le regard des autres. Est-ce que ça a été la partie la plus difficile à se dire, finalement, je ne suis pas si forte? Parce qu'au début, vous disiez, je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. La partie la plus difficile, c'est de m'arrêter de travailler, pour moi. Parce que j'ai toujours travaillé. Je ne suis pas restée au chômage longtemps dans ma carrière. Ça a dû durer, allez, 6 mois. Et là, je me suis dit, mais 3 mois après mon arrêt, je me suis dit, bon, je vais chez le médecin. Alors, j'y retourne quand? Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous n'avez pas compris. Ouais. Vous ne semblez pas comprendre. Là, vous allez vivre une période assez particulière
je ne peux pas me permettre de vous renvoyer au travail. Et c'est là où je me suis dit, non, mais on a un problème. Parce que le travail faisait pour moi partie d'un de mes fondements, de mon socle. Oui. C'est une valeur très importante pour moi. Donc, vous dites la femme joke. Oui, je l'ai toujours été. Et je me suis rendu compte, entre guillemets, que c'était un piège pour moi. Parce que le fait que tout le monde vous voit Mais comme c'est une ça. femme forte, Mhm. je pense que les gens oublient que vous restez humaine. À telle enseigne que je l'ai moi-même oublié de moi. Oui, parce que vous êtes maman, Voilà. vous êtes épouse, Oui. vous êtes également cadre Voilà. dans votre... Voilà, donc ça Donc fait oui. beaucoup, Madame Goma. On se tourne vers vous. En fait, un des grands freins de ce que vous avez énoncé qui fait que vous avez continué de ne pas écouter les signaux, ça tient à une émotion, la honte. La honte de reconnaître qu'en tant que femme multitâche, je reconnais, je n'y arrive pas, je n'assume pas, et qui va faire comment je vais être perçue par rapport à mon travail qui devient mon identité, qui devient la construction de qui je suis. Et c'est comme si qu'en fait vous avez perdu un bras, une jambe, un foie, et que en fait voilà comment je fais pour fonctionner avec cela. Donc oui. Très bien. On se tourne vers notre deuxième témoin, Tessa. Alors, Tessa Mogé, vous nous disiez que vous aviez assisté votre maman qui a connu un burn-out également. Comment ça s'est passé pour elle et pour vous, en tant Alors. que personne aidant, on va dire? Pour elle, ça a été très difficile parce qu'elle gérait beaucoup de choses à la fois. Elle travaillait beaucoup, elle avait des horaires de travail très intenses. Elle faisait du 7h, 19h, 20h tous les jours. En rentrant à la maison, elle devait s'occuper de moi et de ma sœur, j'étais très jeune, et de mon père qui était malade, qui était atteint d'un cancer. Donc ça faisait une charge mentale assez élevée pour elle. Et se dire du coup, je me sens pas bien, j'ai du mal, je pleure dans mon coin, je n'arrive pas à avancer, je n'ai pas envie de retourner au travail, je n'ai pas envie de laisser une charge émotionnelle à mes enfants par rapport à leur père. Et mon père qui se disait qu'il était impuissant face à la situation. Mais finalement, elle a assumé vis-à-vis de moi, puisqu'elle a bien vu que je suis très observatrice. Et donc, j'ai très vite remarqué sa tristesse et son mal-être vis-à-vis de son travail, puisque dès qu'elle me déposait à l'école, elle me disait « Ah, il faut que j'aille au travail, c'est difficile, les cas sont difficiles, je suis toute seule au travail, je n'ai pas de collaborateurs, puisqu'elle a connu du coup les problèmes en Martinique, le manque de médecins. Et après ça, moi, j'ai dû gérer, lui dire « C'est pas grave, maman, tu es une femme forte, tu arrives à gérer tout le temps. Cette fois-ci, tu me passes la main et je vais gérer pour toi de façon à ce que tu puisses aller mieux, prendre ton arrêt de travail, trouver quelque chose qui te plaît plus et qui te permet d'être plus heureuse et d'avancer. » Donc, j'ai reconnu ma mère dans son Dans le discours, témoignage de dans Madame son Diaz à discours, côté. avec Oui, le parce colonel qu'on y Diaz. revient, hein, de cette Parce que fameuse c'est femme la forte. honte de se dire Mm. je suis quelqu'un qui gère beaucoup et je vais devoir assumer devant tout le monde que ça ne va pas. Et vous, en tant qu'aidant familial, on va dire, hein, Oui. on va dire ça comme ça, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'après, vous-même, vous n'avez pas subi le contre-coup de cette aide apportée? Alors jusqu'à maintenant, je dirais que ça m'a marquée puisque j'avais 13 ans. C'était Ah oui. il y a 7 ans maintenant, enfin même avant puisqu'elle a fait sa formation en 2016. Elle a commencé sa formation en 2016. Et donc j'avais 11 ans. Et donc à 11 ans, être une enfant qui observe sa maman souffrir, pour moi, ma maman était un pilier. Elle l'est toujours. C'est une source d'inspiration. Mais c'était très difficile. Même jusqu'à maintenant, je me dis qu'elle a des difficultés parfois avec son mental. Puisque ça revient, ça part, ça revient. Un burn-out, ça s'efface pas. Ça marque. Et jusqu'à maintenant, je me dis que Oui. Vous c'est êtes une avec elle, épreuve. vous la Et soutenez. je la soutiens jusqu'à maintenant. Oui. Parce qu'avec le travail, elle travaille beaucoup. Elle a des problèmes de santé. Mais elle travaille beaucoup. Et je la soutiens à 100%.
Toujours. C'est formidable d'entendre une fille aussi proche de sa maman qui reconnaît que la maman a beaucoup lutté. Quand elle dit « Maman, décharge-toi sur moi, Madame Gomard », qu'est-ce que vous diriez aux personnes comme Tessa qui sont là en train de nous écouter et qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est en train de vivre, alors on ne dit pas dépression, mais le mot burn-out de toutes les façons est tabou dans notre société chez nous en Martinique. Tous les sentiments, les émotions en général, vous ne me démentirez pas, sont assez tabous en tant que psychologue. Mais comment aider un aidant qui aide lui? C'est déjà de se reconnecter à son être. C'est-à-dire que c'est un élan d'amour pour pouvoir aider du coup le parent ou la personne qui a besoin d'aide et de ne pas oublier que qu'est-ce qui va aider le parent, c'est de voir aussi que la personne qui va l'aidante va aussi prendre soin d'elle pendant qu'elle va aider. Parce que le but, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc, pour ne pas ajouter une couche de culpabilité, c'est-à-dire je t'aide, je suis en soutien, mais t'inquiète pas, je prends aussi soin de moi, j'apprends de ton expérience. Donc, on peut être forte, on peut être un pilier, on peut soutenir et en même temps se rendre compte que j'ai aussi les inconvénients, qu'il y a aussi le prendre soin également lorsque je suis en train de soutenir. Super. Alors, oui. Je dirais que du coup, c'est ma jambe gauche, je suis sa jambe droite. Et en général, je dis que je suis le côté vert de l'éponge et qu'elle est le côté jaune de l'éponge. Ah. Mais on avance toujours ensemble. On fait la vaisselle, on fait C'est ce qu'il ça, faut. c'est ce que j'ai vu. On fait On le boulot. marche ensemble et on essaye de se soutenir. Super. Ok. Dites-moi, monsieur Di Geronimo, vous entendez un peu ces témoignages qui sont, ma foi, assez touchants. Qu'est-ce que France Travail, est-ce que France Travail met en place quelque chose pour aider ces personnes en burn-out ou encore en reconversion pour la réinsertion? Ça Alors, existe? Sur la partie burn-out, nous n'intervenons pas. Mhm. Hein. Ce n'est Oui. pas notre mission. C'est ça. Sur la partie reconversion, oui, bien évidemment, c'est une mission que nous prenons pleinement. Alors, tout d'abord, je vous l'ai déjà dit, je salue ces personnes parce que je suis... vous me confortez dans l'idée de ce que je pense de la mission de France Travail. Parce que, comme j'aime à dire, ce ne sont pas seulement des chiffres. Il y a des individus derrière et aujourd'hui, vous incarnez une partie des individus pour lesquels notre mission, elle vaut le coup d'être faite. Alors, pour ce qui concerne France Travail, oui. Alors, sur la partie reconversion, oui, on peut accompagner. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est peut-être aussi définir le besoin. Quel est le projet de ce demandeur d'emploi? Quel est son projet? Alors, pour ce faire, nous avons aussi des conseillers. Nous avons aussi, au sein de France Travail, donc des psychologues du travail qui sont en capacité d'accompagner, de repérer les métiers. C'est ce qu'on appelle, je vais employer un jargon professionnel, les aires de mobilité professionnelle. Donc, quelles sont les compétences que vous avez dans un métier qui seraient transférables dans un autre métier, de manière à identifier peut-être le gap et l'action de formation qui va bien et que nous n'hésitons pas à financer pour vous permettre le retour à l'emploi. Donc, un Mais ça se fait salarié. pas. Oui, désolé, mais juste pour être, j'espère pour tout le monde, que ce soit un peu plus clair clair. pour moi, est-ce que quelqu'un, un salarié, qui sans en faire grand bruit, sans en parler dans son entourage professionnel, est-ce qu'il peut venir vous voir à France Travail, toquer, demander un entretien évidemment, et vous lui indiquer une psychologue et puis qu'il parte tranquillement, c'est pas exactement s'assurant? ça. C'est pas Alors, comment ça se passe. Pour vous répondre, Mhm. tout salarié, toute personne peut s'inscrire à France Travail, qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas. Il n'y a pas d'obligation d'inscription. L'inscription à France Travail n'est pas liée au fait d'être en activité ou ne pas être en activité. D'accord. Il faut décorréler cela. Alors, comme vous parlez je voulais parler des psychologues du travail, ce sont les psychologues du travail de France Travail. Parce Oui. que au sein de notre institution, nous avons plusieurs corps constitués d'activités. Donc, vous avez des conseillers, vous avez des managers et vous avez des psychologues du travail. Mhm. Le psychologue du travail à France Travail, alors ce n'est pas clinicien, hein, c'est vraiment, il porte son nom, hein, comme madame. Son objectif, c'est vous accompagner vers le retour à l'emploi, mais le métier que vous avez choisi. France Travail ne se positionne pas comme, j'ai envie de dire, on ne fait pas un diagnostic, voici votre papier, vous y allez. Non, le projet il est co-construit avec vous. Parce que le fait de le co-construire avec vous, ce qui fait que vous êtes plutôt dans une démarche, je veux dire, complètement intégrée. Donc vous savez ce que vous voulez faire, vous allez y mettre l'énergie qui va bien, Mhm. et on est quasiment sûr à 80% que vous allez retrouver un emploi. L'idée aussi, c'est aussi de vous partager
le panel donc, des métiers qui recrutent. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de proposer aux gens des actions de formation, alors, sans insulte aucune, hein, des formations macramées qui ne rapportent rien du tout. L'idée de France Travail, parce que notre mission première, c'est de remettre des personnes en activité. Et quand on remet quelqu'un en activité, c'est derrière une famille, c'est des gens qui retrouvent une activité, ce sont des gens qui retrouvent aussi, j'ai envie de dire, une place et qui ont une reconnaissance de la société et puis je veux dire, une reconnaissance de ce qu'elles sont réellement. Justement, j'ai une question. Comme tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faites pas non plus de prévention, on va dire ça par rapport au burn-out. Ouais. Mais bon, du coup, moi, j'ai une interrogation, parce que si, par exemple, ça fait longtemps que j'étais en inactivité, que je ne travaille pas, ça serait peut-être intéressant d'avoir un échange justement avec un psychologue pour me permettre de me remettre dans un état d'esprit, pour ne pas me retrouver dépassée avec une prise d'activité et de ne pas me retrouver justement dans un risque d'être avec ce risque RPS, parce que ça fait partie des risques psychosociaux, et d'aller jusqu'au burn-out. Alors, nous n'intervenons pas je vous explique, hein, pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour nos téléspectateurs. Le demandeur d'emploi, il va tisser un lien avec son conseiller, un lien de confiance. Oui. S'il ne partage pas cette information, il ne saura pas, il ne pourra pas donner la bonne orientation qui va bien. Ça. Donc, celle peut-être du psychologue du travail. C'est pourquoi notre objectif avec nos collaborateurs, c'est vraiment comment on tisse ce lien de confiance avec les personnes dont nous avons, comment dirais-je, dont nous avons la mission de l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Je ne sais pas si je suis assez clair. Non, si en fait, excusez-moi, vous êtes très clair, mais c'est que comme j'ai déjà travaillé un petit peu de manière éloignée avec France Travail, où il y avait des personnes qui étaient, ça faisait un moment qu'ils ne travaillaient plus et que c'était justement une action de les remettre sur le marché. Par rapport là aux expériences, il y a des personnes qui ont vécu des événements traumatiques et du coup, ils n'osent pas vouloir revenir sur le marché. Donc, ça pourrait être alors je ne dis pas que c'est à faire, hein, mais ça peut être peut-être intéressant de donner quelques outils aux conseillers pour repérer peut-être quelques petits freins qui fait que la personne, elle est en train de tirer les 4 fers pour retourner sur le marché, malgré peut-être plusieurs propositions. Alors, si je peux me permettre, Madame Gomard, ce que vous dites est vraiment intéressant parce que ça rejoint ce que disait aussi M. Di Geronimo quand vous disiez que ce ne sont pas que des chiffres, Non. il y a C'est des ça, personnes c'est ça. derrière, et vous l'avez dit Oui. vous-même, il y a des familles Oui. qui sont là. Et je me permets de rebondir sur votre interrogation, qui était aussi la mienne d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas matière à faire de la formation de ces conseillers pour qu'eux-mêmes, ils puissent sans que la personne ait le besoin. On l'a vu avec les témoignages qui ont été dits tout à l'heure. C'est pas évident de dire je suis dans cette situation. Ce n'est pas évident. C'est bien pourquoi j'ai parlé de relations de confiance qui se tissent entre le conseiller et la personne qui l'accompagne. Alors, bien évidemment, nos conseillers sont en formation. Hein. La formation continue à France Travail. J'ai presque envie de vous dire, c'est quelque chose qui est aussi chevillé à l'institution, au cours de l'institution. Nos collaborateurs aujourd'hui bénéficient quasiment de plus de 5 jours de formation sur l'année. Je dis, c'est quand même colossal pour une institution telle que France Travail que d'investir aussi dans la formation. Et c'est une formation, et ce n'est pas rien. Oui. Ce n'est pas rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, vous n'allez pas trouver de misanthrope à France Travail. De conseillers qui n'aiment pas le genre humain. Nos conseillers, ce sont des gens qui aiment leur métier. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, j'aime ce que je fais. Notre métier, il est noble. Absolument. Nous ne promontons pas des choses que nous ne sommes pas en capacité de faire. Nous sommes convaincus de ça. Nous travaillons sur de l'humain. Monsieur Di Geronimo, le nom de l'émission, c'est Faut causer. Donc là, nous avons causé. Nous avons causé sans tabou, sans... Et nous n'avons pas les vrais. Et nous n'avons pas les vrais, sans attaquer qui que ce soit. Je vous garantis avoir déjà rencontré des personnes en recherche d'emploi et qui dénonçaient leur rapport avec leurs conseillers parce que justement... L'immobilisme du conseiller, si je peux me permettre, le manque de contact, le manque de bienveillance dans les propos. Oui, c'est des choses aussi que j'ai entendues. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Je vais vous répondre. Oui. Ah non, mais bien sûr que ça peut arriver. Mais
Aujourd'hui, il y a possibilité aussi pour le demandeur d'emploi de changer de conseiller. Si la relation qu'il veut tisser avec le demandeur d'emploi, on n'est pas dans un écho positif Super. des deux côtés. D'accord. C'est possible. Ok, ça, c'est bon à Il n'est savoir, pas ça aussi. attaché, j'ai envie de dire, à vie à un conseiller. Pas du tout. Ah, ça, c'est... C'est pour Pas ça du que la tout. présence de M. Di Pas du Geronimo tout. était Ah oui. essentielle pour nous apporter ces éléments du que tout. nous n'avions pas. Merci de nous le dire. Alors, je vais me tourner vers vous, Tessa. Tessa, donc vous êtes encore étudiante Oui, je suis en BTS en deuxième année. en deuxième année. Alors, c'est une nouvelle réforme en analyse en laboratoire de contrôle. Voilà. Et je oui. souhaite me réorienter en kiné l'année prochaine. Ah, Je donc, suis revenue parce que j'avais envie de voir ma maman, parce que je sais qu'elle était malade et qu'elle travaillait dur et qu'elle ne voulait pas prendre d'arrêt maladie pour s'occuper de sa santé. d'accord. Alors, j'ai une question pour vous deux. Et ensuite, je vais me tourner vers nos experts qui sont là, venus partager également les éléments importants. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu éviter ce burn-out et de votre maman et le vôtre? Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose différemment, vous à votre niveau ou quelqu'un dans votre entourage professionnel? Ou c'était... On est dans les tragédies, là, les pièces de théâtre, Alors, j'ai c'est deux fichu exemples. d'avance, non? J'ai deux exemples. Oui. Remarquer les signes, comme elle l'a expliqué tout à l'heure, du burn-out. Si j'avais remarqué plus tôt, je pense que j'aurais envoyé ma maman voir un médecin pour qu'elle prenne un arrêt plutôt. Et aussi diminuer sa charge de travail, trouver des gens pour se faire former pour pouvoir ne pas être seule à son travail. Ça, c'est très important puisque en étant seule à son travail, elle avait une charge plus importante en sachant nos difficultés à la maison par rapport à la maladie de mon père qui faisait beaucoup. Donc, former, essayer de faire revenir les jeunes pour qu'ils ne travaillent pas en France ou en Martinique puisque, comme il l'a dit, la population est très vieillissante. Et remarquer les signes beaucoup plus tôt. Voilà. D'accord. Madame Diaz. Alors, remarquer les signaux, oui, mais Y avait-il moyen d'éviter? pas pour moi. J'ai fait la paix avec ça. Je sais que non, parce qu'il y avait des croyances par rapport à ma profession, par rapport à l'idée que je me faisais d'être une femme Oui. en Martinique, mère de famille, comme vous disiez, mariée. Donc, la femme jock, il fallait que je remplisse toutes les cases. Je les ai remplies, mais je m'étais fixé d'autres objectifs. Donc, non, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement parce que mon conjoint m'avait parlé, j'ai une famille présente, j'ai des sœurs, mon conjoint m'a parlé. Mes enfants, parce que mes enfants sont aussi très observateurs, comme tous les enfants à mon avis. Les enfants vous envoient des petits pics. Mais il y a un tel... J'étais dans un tel cycle que non, les gens pouvaient parler. Je suis quelqu'un de très déterminé et quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais. Donc, je m'étais fixé un objectif. Il fallait l'atteindre. C'était impératif. Mais j'avais atteint mon objectif. Je m'étais fixé d'autres objectifs. D'accord. Si vous voulez, j'ai toujours, enfin jusqu'au burn-out, j'avais toujours fonctionné de cette façon. Parce que je me suis construite seule, parce que je n'ai pu compter que sur moi à des moments de ma vie. Et du coup, je me suis dit non, tu es capable de faire ça, tu as déjà fait ça avant, donc c'est rien. On peut y aller, on peut se dépasser. Ça fait... Oui, moi je gère. Madame Gomard, en écoutant Madame Diaz et évidemment Tessa à côté d'elle, une question me vient. Est-ce qu'il y a un profil particulier de personnes plus sujettes au burn-out, c'est-à-dire ce genre de profil de femmes qui constamment, ou de femmes ou hommes, qu'on s'entende bien, mais qui se fixent constamment des objectifs à atteindre? Est-ce que être un petit peu plus laid back, vous savez, est-ce que ça n'aide pas un peu à éviter ce genre de dépression professionnelle? Alors, effectivement, déjà, le burn-out, pour ceux qui n'aiment pas le terme, on va dire épuisement professionnel. Épuisement, d'accord. Parce que la dépression, c'est vraiment quand ça touche tous les aspects de la vie. Là, on est vraiment spécifique au niveau du travail. D'accord? Donc oui, ça va d'abord toucher plus les femmes.
Pourquoi? Bah, double charge, hein, ça veut dire je vais au travail, puis après je vais faire encore à la maison. Même si je pense que, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, on parle toujours que la femme, elle est plus sujette au burn-out. On Deuxièmement, m'avait dit ça. je vais faire la version la plus, comment dire, entendable, pour pas que ça pique trop les... Ah non, au contraire, Ah allez-y. non, je vais préparer. Non, 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 parce que je fais des Madame Goma, formations. on est à Faut causer, je le disais tout à Alors l'heure. j'y vais, mais je prépare. Très bien. Je prépare. On y va. Alors, ça va d'abord toucher les personnes dévouées et compétentes. Bah oui, parce que si je ne suis pas dévouée, le burn-out ne me passe même pas sous le nez. Parce qu'en fait, bon, c'est bon, on arrête là, voilà. Non, c'est parce que je suis dévouée à mon travail, je suis compétente. Donc, soit peut-être je veux combler des manques, faire un peu plus pour que ça fonctionne. Allez, 10 minutes de plus, allez, 1 heure de plus, mais 1h30, mais non, c'est bon, ça passe. Demain, je vais dormir un peu plus. Ah, demain, ah non, non, absolument, il faut que j'y aille. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le tréfait que je vais mettre des pincettes pour expliquer la chose, dévouée, compétente, et aussi avoir un comportement aussi obstiné. Non, c'était juste, Opiniâtre. voilà, pour ne pas dire déterminé, je vais dire obstiné. J'ai Et bien choisi le mot. ouais, j'ai bien vu, c'est pour ça que j'y vais doucement. Et têtu. Voilà, ça y est, je l'ai sorti. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on voit les signes, on nous dit, mais en fait, on veut faire comme ça. On veut faire comme ça, sous cette forme. Alors, on n'est pas dire à tort, on n'est pas dans ça. Ça veut dire que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de responsabilité de l'extérieur quand il y a bien sûr un épuisement professionnel. Parce qu'il y a une augmentation de la charge, il y a une intensification au travail, etc. Mais à un moment donné, est-ce que j'arrive à me dire, ben ouais, là, je vais arrêter pour mon bien-être et ma santé? Non, parce que là, je me dis, je suis dévouée, je suis compétente. Et puis, zut, elle est où la frontière entre je suis déterminée, etc., ou je suis acharnée, ou je suis opiniâtre, ou je suis obstinée et têtue. Voilà, donc ça va être... Et à un moment donné aussi, dans autre chose, ça c'est ce que j'ai pu voir récemment, parce que je fais aussi les formations par rapport à ça, c'est que il y a aussi ce côté qu'à un moment donné, on est tellement avec cette charge, on a tellement ça sur les épaules, on a l'impression qu'on est la seule personne qui va pouvoir la porter. Syndrome de super-héros. Punaise, exactement. Comme c'est bien dit, c'est bien ça. Non C'est d'un la cape de paquet de super-héros. citronnelle et de cacahuètes. C'est exactement ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que je suis la seule à pouvoir l'apporter, la seule personne. Et du coup, à ce moment-là, on rentre dans une bulle de souffrance et là, d'angoisse. Et là, on va devenir un peu plus égocentré. Et là, c'est difficile parce qu'on rentre un peu dans un engrenage et du coup, on a un peu de mal à s'en sortir. Même si des fois, la personne autour va dire « mais ça va pas ». Non, non, t'inquiète, ça va passer, ça va passer. Donc après, sans fin. voilà. Et c'est là qu'à un moment donné, des fois, il est nécessaire pour certaines personnes qui ont un seuil de détermination fort, d'aller jusqu'au bout et de se dire oh, « ok ». Et là, le burn-out devient une opportunité de transformation insoupçonnée. J'ai atteint ma limite, donc je change et j'évolue. Exactement. Et c'est Selon vraiment... vous, qu'est-ce qui fatigue le plus au travail? La charge de travail ou encore le climat humain, le rapport avec les clients ou qu'est-ce qui fatigue le plus pour arriver jusqu'au burn-out? Est-ce qu'il y a des antécédents personnels, Alors, des conflits non réglés, des traumas qui font que ça débouche? je vais vraiment donner la version la plus courte. C'est l'écartèlement entre mes valeurs et ce que j'arrive à mettre en place dans la réalité. Vraiment, c'est ça qui va donner en fait ce burn-out. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne qui a été éduquée par sa maman, tu le fais bien ou tu le fais pas du tout. Ben là, elle va dire, il faut que je le fasse à fond, du sol au plafond, à fond, exactement. Et peut-être que le cahier des charges, peut-être que la fiche de poste, peut-être que la mission demandait juste 50%. Mais elle a été dans ses croyances, comme vous avez dit, je dois le faire bien ou pas du tout. Donc j'atteigne le 100%. Non, pas 100. Je suis une femme joke. 115, 120, 130. Il faut que je montre. Et du coup, voilà, ça va s'ajouter. Et cela n'enlève pas la responsabilité extérieure de la charge, de l'intensification, etc. Mais le levier est toujours intérieur. L'écartèlement entre mes valeurs et ce que j'arrive à mettre en place dans la réalité avec les contraintes, avec les déterminants extérieurs. Notre société valorise vraiment, même un peu trop, il faut tenir coûte que coûte. Ah oui, Davantage que il faut prendre soin de soi. ah oui, c'est Oui ou bien non, vu. selon vous? Ah oui. Alors, moi, je trouve que oui. Et en plus, il faut prendre soin de soi, c'est récent. Hein. C'est tout nouveau. Ça n'a pas 15 ans, ça n'a pas 20 ans. Parce que sinon, j'y serais pas arrivée, à mon avis.
Et non, mais et même culturellement, c'est important, c'est une bonne image que de rendre une image de femme forte. Alors, je le vois peut-être pas encore bien là parmi les jeunes, mais la relation au travail aussi, elle est en train de changer seulement maintenant. Mais avant, en fait, regarde un exemple, je vous donne un exemple. Vous vous présentez, vous dites bonjour, je suis Ingrid Diaz, je suis, et vous donnez votre fonction à votre C'est travail. ça. Vous dites pas bonjour, je suis Ingrid Diaz, je suis heureuse, épanouie, une femme belle, resplendissante. C'est pas ce que vous dites. Tout de suite, qu'est-ce qui vient? Tu la connais, et elle fait quoi? Point. On se demande pas, je sais pas, quel est son impact dans la société, ou est-ce que c'est une bonne mère? Et encore ça, c'est encore un autre débat. C'est pas non plus une façon de définir une femme, par exemple, ni un homme, si c'est un bon père, mais tout de suite, on se demande, mais que fait-elle? Qui est-elle? Et c'est pas qui elle est par rapport à je suis une femme en bonne santé, non, c'est qui elle est par rapport à quelle est sa profession. Entre guillemets, sa profession lui donne quel pouvoir aussi. C'est son identité. Voilà, donc le travail devient une identité. Monsieur Di Geronimo, dites-moi, tout à l'heure vous disiez que nous sommes une population vieillissante, la plus vieillissante d'ailleurs. Oui. Qu'avez-vous à dire à ces personnes qui sont justement, qui ont plus de 50 ans, que vous disiez qui ne sont plus en activité et qui se demandent est-ce qu'ils sont toujours utiles ou pas dans cette société? Alors, moi, j'ai envie de leur dire aussi un message à faire passer, ce serait ce message que oui, elles ont toute leur place dans cette société. Oui, nos entreprises ont encore besoin d'elles. Oui, ces personnes sont des forces vives plus que jamais. Et nos entreprises aujourd'hui, les entreprises martiniquaises, changent aussi de regard. Je vais vous prendre juste un exemple. Nous avions accompagné une entreprise dans le domaine d'un peintre en bâtiment et qui avait gagné un marché. Il frappe à notre porte, il dit oui, qu'il ne voudrait que des jeunes. Je lui dis, bon, des jeunes, ça me paraissait compliqué qu'on lui donne autant. Par contre, nous avions des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qui étaient prêts à être embauchés. Il me dit, ouais, qu'il hésite un petit peu, oui, est-ce qu'ils vont pouvoir monter sur les échelles et compagnie. Et le projet, on lui a dit, mais vous savez, elles ont déjà un savoir-être. Hein. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ont géré la partie, j'ai envie de dire, petite enfance de leur enfant. Ça, c'est réglé. Ce sont des personnes qui vont être à l'heure et qui, ont peut-être pour certaines, plus matures que ce que vous auriez espéré. Aujourd'hui, il ne veut que ces personnes, que ces profils-là. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, c'est possible. Alors, j'ai pris l'exemple de la peinture, mais vous avez d'autres métiers. Je veux dire qu'aujourd'hui, la Martinique, elle a besoin de tous ses enfants. Alors, c'est vrai que je sors peut-être de mon registre un petit peu de France Travail. La Martinique a besoin de tous ses enfants, peu importe leur âge. Elle a besoin d'eux. Et nos entreprises en ont besoin. Si ces entreprises ne trouvent pas ce personnel, ce sont des entreprises qui vont fermer. Il ne faut pas qu'on se raconte autre chose. Hein. J'aimerais bien vous dire autre chose, mais non. Oui, donc la Martinique a besoin de ses enfants et moi, je les invite à ceux qui ont envie de porter la pierre à l'édifice, de rester au pays Martinique. Moi, j'y crois fermement. Merci, merci d'y croire, on y croit avec vous. Alors tout de suite, sans transition, on passe à la tribune digitale. Alors, cette question de la tribune digitale est un peu piquante, mais que voulez-vous? On a intitulé l'émission Faut causer, on nous dit ça y est. Alors, je vous la lis telle que je l'ai reçue. Le mot burn-out a été inventé par des feignants. Prétexte et excuse. Si tous mes employés s'y mettent, je fais comment alors qu'ils sont payés pour ça? Alors, Madame Gomard, je vous l'ai lu la question telle que je l'ai reçue. Alors attendez, avant que Madame Gomard ne réagisse, on va laisser parler les autres le temps qu'elle... Comme je vous le disais aujourd'hui, je ne prends plus mon passage en burn-out comme une fatalité. Effectivement, il y a eu un court instant où je me suis dit non mais reprends-toi. Enfin, j'avais effectivement honte de ce qui m'arrivait, mais après, je le prends vraiment comme une prise de conscience essentielle du fait que j'ai besoin de m'occuper de moi et à un niveau différent dans le travail. Donc, j'entends que cette personne, ça lui fasse peur d'avoir à gérer des burn-out. Mais on gère pas un si on gère convenablement ses employés et si on fait attention à ses employés qui sont des humains, on n'a pas de burn-out à gérer en quantité. Moi, c'est ce que je dirais. Donc là, c'est normal. Je peux comprendre qu'un employeur ait peur de quelqu'un qui a un profil, parce qu'on me l'a dit, que j'ai un profil à burn-out. Je peux comprendre que les entreprises puissent avoir peur de personnes qui peuvent potentiellement faire des burn-out. Mais dans ce cas-là, demandez-vous, vous, en tant qu'employeur, en tant que manager,
ce que vous êtes capable de mettre en place pour éviter que vos collaborateurs qui font travailler votre entreprise, qui vous permettent d'avoir une entreprise qui fonctionne, ne continuent à fonctionner. Voilà. Ce serait ça ma question pour cette personne. Elle a bien entendu, j'espère. En tant qu'aidante, du coup, en ayant accompagné ma mère, je dirais plus que c'est une force, justement, de se rendre compte qu'on fait un burn-out et qu'on assume son burn-out. Parce que ça veut dire qu'on prend soin de soi et qu'on est prêt à évoluer pour pouvoir mieux travailler et mieux se rendre compte des choses. Donc, pour moi, cette personne devrait se dire que justement, si un de ses employés a un burn-out, il devrait plus le prendre comme une force, l'aider à se relever en pleine forme pour que cet employé soit meilleur pour les jours à venir. Super. Alors, Monsieur Di Geronimo, tout à l'heure, a glissé quelques mots. J'ai trouvé beaucoup d'empathie et de compassion dans ces mots aux personnes qui sont en recherche d'emploi de plus de 50 ans. Nous parlons de chômage, de burn-out, mais il y a un mot que nous n'avons pas évoqué dans cette émission, pour l'instant en tout cas, c'est le mot harcèlement. Et je me tourne vers vous, Madame Gomard, en tant que psychologue du travail. La question est quand le travail devient un combat. Est-ce que vous, en tant que psychologue du travail, vous rencontrez souvent ce cas de figure de personnes qui subissent du harcèlement, soit par des collègues ou l'employeur lui-même parfois? Alors, déjà, il y a Et des comment s'en sortir? Alors, déjà, il y a des confusions à lever. Harcèlement, ce n'est pas quand mon employeur me demande de faire correctement mon travail. Voilà. Pour dire qu'on parle de harcèlement, c'est un terme, on parle plutôt de suspicion qui va faire qu'on va faire une enquête et là, on va pouvoir mettre le terme harcèlement. On ne l'utilise pas comme ça à tort et à travers. Et c'était quoi la question? Excusez-moi. Bah, écoutez, on parle du harcèlement. Est-ce que Oui. vous en avez rencontré souvent et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Parce qu'il y a des gens qui subissent du harcèlement et qui le vivent pendant des années jusqu'au burn-out. Alors justement, une fois qu'on a demandé une enquête pour voir s'il y a harcèlement, il est important de prendre conscience que les personnes qui vont dénoncer qu'il y a un harcèlement, normalement, et quand je dis normalement, elles sont censées être protégées pour ne pas être justement attaquées parce qu'elles ont dénoncé qu'il y avait du harcèlement. Bon, ce n'est pas toujours ce qui est vécu sur le terrain. Donc, il y a la personne qui subit le harcèlement qui va se sentir mal, la personne qui a dénoncé, les témoins, bref. Donc, de toute façon, ça va faire un sacré millimélo au sein du travail et ça va ajouter une dose supplémentaire. Et pour éviter d'arriver jusqu'au burn-out, c'est là que je rebondis sur l'employeur. L'employeur, il y a quand même une réglementation, Code du travail 4121-1. L'employeur est le garant de la santé et de la sécurité de son travailleur. Bien sûr, le travailleur a une obligation également, il a des devoirs en tant que travailleur, mais c'est dans les deux sens. Donc c'est important d'avoir, une nouvelle mentalité par rapport à ça. Et je pense que j'aime à penser que cet employeur aussi, peut-être qu'il a peur derrière, que ça ne soit pas utiliser des termes un petit peu à la mode, vous voyez, comme des termes qu'on va utiliser et que du coup que ça soit utilisé à tort et à travers. Ah ça y est, non ça y est, j'ai fait 3 trucs, j'ai fait les 10 minutes plus tard, oh là là, ça y est, je suis en burn-out. Donc je pense qu'il y avait ça aussi derrière, qu'il avait un petit peu peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Donc c'est pas en faisant l'autruche, en disant non, c'est des fainéants, tout de suite que ça va éviter que cela se produise. Donc, je pense qu'il y a vraiment un nouveau regard à apporter. Si je prends soin de mes employés, je vais pouvoir prendre soin de moi, je vais pouvoir prendre soin du travail. Et de toute façon, tout le monde sera gagnant. Et la personne qui se sent harcelée, encore une fois, une enquête, on vérifie, on n'utilise pas ces termes à tort et à travers. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre je me sens harcelée, entre je suis en épuisement, je suis en dépression. Il y a des termes précis. Donc, c'est là qu'on va demander pour faire des petites recherches, etc. Monsieur Di Geronimo, vous entendez souvent ce mot chez vous, à France Travail? Lequel? Harcèlement. Harcèlement, bien évidemment, on l'entend. C'est vrai que, oui, c'est un mot qu'on entend. Moi, j'ai envie de dire à ce chef d'entreprise que avoir des salariés, c'est une richesse. Ça s'appelle RH. Moi, je traduis sur ça comme ressources, non pas ressources humaines, richesse humaine. Vous avez un capital humain. Si vous le travaillez bien, ça veut dire que vous travaillez aussi sur votre marque employeur. Donc, vous êtes en capacité aussi de travailler l'image de votre entreprise et vous êtes gagnant-gagnant. Je m'explique. Vous allez attirer de nouveaux profils, de nouvelles compétences. Une entreprise qui travaille cette partie-là, donc celle de la qualité au travail,
c'est une entreprise qui est sûre de gagner. Elle va gagner en termes d'efficacité de ses collaborateurs, sur son image, et puis bien évidemment en termes de profit. Je veux dire que si vos collaborateurs sont à l'aise et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que j'ai envie de dire qu'ils investissent aussi dans votre entreprise, puisqu'il y a un contrat de travail, Bien je veux sûr. dire, en contrepartie de la force de travail, elles sont rémunérées, ces personnes, vous gagnez. Donc moi, je continuerai à croire et je ne saurais m'arrêter d'encourager ces chefs d'entreprise. Au contraire, investissez dans la qualité du travail auprès de vos collaborateurs. Vous êtes sûr que vous allez en tirer le meilleur parti. Je dirais même plus, si vous arrivez à faire de façon à ce que vos collaborateurs aient envie de venir travailler pour vous, ça veut dire que vous insufflez une énergie et un esprit d'équipe. Donc ça veut dire qu'en fait, les employés, les collaborateurs vont se sentir part entière de cette entreprise qui est la vôtre. Mais vous allez toujours les trouver, en fait. Ils vont toujours être là pour tous les défis que votre entreprise va devoir traverser, parce qu'une entreprise, ça vit. C'est pas comme un humain, mais ça vit, il y a des défis, il faut voir la pérennité d'une entreprise. Si vos collaborateurs ne sont pas heureux, s'ils ne sont pas en santé, ils ne vont pas vouloir rester. S'ils ne veulent pas rester, posez-vous des questions. Donc, il faut faire en sorte qu'on s'y sente bien à ce travail. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Dans moins de 2 minutes, nous en avons fini. Est-ce que vous accepteriez de partager avec nos téléspectateurs quelques mots de conclusion? C'est ça. Alors, je dirais qu'en conclusion, on a parlé de beaucoup de sujets. Il faut penser vraiment à notre santé mentale, du coup. Et en Martinique, on n'assume pas assez ces mots-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire « je suis en burn-out »,« je suis au chômage »,« je vis un harcèlement ». Il faudrait qu'on se réalise tous et qu'on assume nos propres sentiments et prendre soin de soi, que ce soit en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, etc. Merci beaucoup à vous, Tessa, Madame Diaz. Alors, on n'a pas abordé cette partie, mais je crois qu'en vivant un burn-out ou tous les autres défis de la vie, c'est important de se faire accompagner. La famille, c'est bien, et je ne disconviens pas du rôle de la famille. Par contre, se faire accompagner de quelqu'un d'extérieur, c'est bien aussi parce que ça vous oblige à avoir un regard différent sur la situation. Donc, faites-vous accompagner. Super, merci beaucoup. Monsieur Fabrice Di Geronimo, en conclusion. Je me prenais un peu de cours. J'ai envie de vous dire, moi, il y a un message que France Travail véhicule, c'est « Ensemble, contribuons à la réussite de tous ». J'ai envie de dire ça. Et j'ai envie de dire surtout aux gens qui nous regardent, gardez confiance en vous. C'est quelque chose qui est important et je n'arrête pas de le dire à mes collaborateurs. Gardez confiance en vous. Confiance. Je tiens à vous remercier, Confiance. Monsieur Di Geronimo, d'avoir montré cette facette de France Travail. Votre présence ici est capitale. Je pense que les Itata seraient d'accord avec moi et tout ce que vous avez partagé. Merci pour votre empathie. Alors, en quelques mots, vraiment quelques mots, Madame Gomard, vous aurez l'occasion d'en dire plus dans une prochaine émission. Allez-y. Ressentons nos émotions et revenons au naturel. Et il n'y aura plus de refoulement et de dépassement et de... Voilà. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. N'oublions jamais qu'aucun travail ne vaut une santé perdue. Bonne soirée.